Ok. Bonjour à tous. Je voulais remercier Casadier Sciences de nous avoir invités en tant que parc naturel marin. Alors pour nous, la transition, on n'avait pas très bien compris le message, mais en fait, on a décidé de vous faire une présentation sur la transition d'un territoire avant et après une aire marine protégée. Alors la transition, c'est un mot assez particulier parce qu'elle peut être rapide ou lente, et donc voilà, ça va être en fonction du territoire. Donc on va essayer de vous expliquer tout d'abord ce qu'est un parc naturel marin, et puis on va vous donner quelques exemples d'actions. Et on va revenir très vite sur des actions de sciences auprès des scolaires ou de sciences participatives, mais je vais dérouler, et puis si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un parc naturel marin et combien y en a-t-il en France? Donc il y en a 8. Ils sont en métropole et en outre-mer, donc en métropole au nord, en Bretagne, à Arcachon, golfe du Lion et le Cap Corse et les Agréates pour la Corse, et puis Martinique et Mayotte. Et c'est un réseau qui marche vraiment très bien. On est tous ensemble sur des mêmes problématiques qui sont bien sûr la connaissance, et ça va, c'est très relié à la science. Le développement durable et la sensibilisation, c'est aussi notre cœur de métier, mais aussi la protection et la gestion avec un compartiment sur la police. Donc le parc naturel marin a été créé en 2016. Il a un territoire très très étendu, 8000 km², 6000 km², pardon, et il a la particularité d'être le plus grand de métropole, et surtout c'est un parc naturel marin qui s'étend vers le large. Et donc, vous verrez pourquoi c'est intéressant par la suite. Donc, 225 km de côte, donc il part du port de Tog, peut-être que vous connaissez, en tout cas de la ville-porte de Bastia, pour englober tout le Cap Corse et les Agréates, qui est un territoire assez sauvage. Donc, 27 communes, 18 000 habitants, qui, bien sûr, sont multipliés par 5 en été. Donc, ces parcs naturels marins sont gérés par la loi par l'Office français de la biodiversité, mais en Corse, il y a une particularité. L'Office, c'est accordé avec l'Office d'environnement de la Corse, et on gère le parc à deux. Donc, ce parc, comme toutes les autres aires marines protégées, ont souvent un comité de gestion. Donc nous, on a un conseil de gestion qui est l'organe de gouvernance du parc. Bon, vous voyez, donc il y a des membres qui sont très différents, les services de l'État, les politiques, les associations, des scientifiques, etc. Et ce conseil de gestion, en fait, il vote bien sûr tous les programmes d'action, le plan de gestion, etc. Mais il a un pouvoir très important. C'est-à-dire qu'il peut délivrer des avis simples sur des problématiques, par exemple, de mise en place de SMEL, de projets industriels, mais il a aussi ce qu'on appelle un avis conforme. C'est-à-dire que si un projet a un impact notable sur l'environnement, eh bien, le conseil de gestion donc, du territoire peut s'opposer. Et le préfet est obligé de suivre cet avis conforme. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc pourquoi je vous disais que notre parc qui va au large a une particularité, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le front liguro-provençal, c'est un courant très puissant entre la Corse et le continent, en fait, qui induit des remontées d'eau, donc très chargée en minéraux vers la surface, et c'est là que la chaîne alimentaire se passe, avec une zone très productive qui attire bientôt phytoplancton, zooplancton, petits poissons, etc., comme M. Boeuf l'a très bien expliqué avant moi, mais aussi une zone où les mammifères marins vont se concentrer, surtout au printemps. Donc c'est très important de pouvoir l'étudier, et en fait ce front, il bouge bien sûr, hein, et il se rapproche énormément donc, des côtes et énormément des côtes de Corse. Donc ça induit une biodiversité d'habitats et d'espèces non négligeables. Mais ce parc, en fait, c'est un parc marin, donc il a un relief sous-marin, et si vous voyez la carte, en fait, le relief ne s'arrête pas à la pointe du Cap Corse à Aires, mais continue sous la mer, avec d'un côté à l'est un plateau continental et de l'autre côté à l'ouest des canyons très profonds et des monts sous-marins. Et je vous ai mis des photos à gauche en bas. Vous voyez donc des premières images. C'est un scoop d'un mont sous-marin que nous avons étudié, qui est à 1200 mètres de profondeur. Et vous voyez que la science là a tout son intérêt, parce que déjà pour aller capter
des images à ces profondeurs, c'est pas simple. Et en plus, souvent, on a l'impression qu'à 1200 mètres, il fait nuit et qu'il n'y a pas de vie. Et vous pouvez voir que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a du corail bambou. Il y a ce petit poisson que vous ne voyez pas, mais il a des ailes qui le permettent de se fixer au sable. Enfin, énormément d'espèces. Et puis, vous voyez ce trou dans le sable. On a une hypothèse, parce qu'à 1200 mètres de profondeur, des trous comme ça, bon, il n'y a pas grand monde qui peut les faire. Et on a l'hypothèse que c'est peut-être l'espèce de baleine à bec de Cuvier, qui est une apnéiste incroyable, qui peut partir jusqu'à ces profondeurs et creuser le sable pour se nourrir. Donc vous voyez que dans ces profondeurs-là, il y a tout à découvrir. Et c'est important de pouvoir donc, mener ces études. Donc je vous disais une diversité d'espèces que vous connaissez sûrement. Mais avec le Muséum naturel, ils ont fait une campagne en Méditerranée et en Corse, et on ne pensait pas pouvoir découvrir de nouvelles espèces en Méditerranée. C'est le cas, il va y en avoir sûrement d'autres. Et chez nous, on a une nouvelle espèce qui s'appelle Telepus corsicanus, donc c'est un tout petit ver, bon, il n'est pas très beau, mais c'est important de pouvoir dire qu'on ne connaît pas encore donc le monde marin et qu'il faudra encore plusieurs années, voire dizaines, voire centaines d'années pour pouvoir connaître la moitié de ce qui se passe sous les eaux. Bon, le milieu marin, ce n'est pas que des espèces marines, hein, c'est aussi des oiseaux qui s'y nourrissent. Le puffin cendré, le goéland dodoin, et j'en passe. Et vous voyez sur les photos, j'ai mis un chat. Donc ce chat, en fait, c'est un chat forestier, donc Uyatuolpe, comme on l'appelle en Corse. Et il y a une étude génétique en cours qui va peut-être amener à la découverte d'une sous-espèce. Donc c'est une avancée énorme, c'est-à-dire qu'un mammifère qui serait reconnu comme sous-espèce en Méditerranée, c'était incroyable. Mais ce n'est pas encore fait, mais bon, je pense que la route est tracée. Et à droite de ce chat, le phoque moine, qui a disparu de nos côtes, bien sûr, qui a été éliminé dans les années entre 60 et 70. Et la photo dessous, vous voyez, c'est un phoque moine dans une grotte qui a été prise par une caméra infrarouge. Et ça, c'est une grotte qui est dans le parc national de l'archipel toscan, donc pas très loin de chez nous. Donc ce phoque, il est resté 1 mois et demi dans les eaux du parc qui est juste à côté de chez nous. Donc tout ça pour vous dire que la transition, elle se fait aussi avec des espèces qu'on n'imaginait plus. C'est-à-dire que imaginez que le phoque moine va revenir dans les eaux corses, c'était il y a 10 ans impensable. Et bien maintenant, il y a des mâles solitaires qui viennent chez nous et qui essayent de voir s'ils ne peuvent pas se réimplanter. Un parc naturel marin, c'est aussi des habitats et des biocénoses. Alors peut-être que vous en connaissez quelques-unes. Le professeur Gilles Boeuf vous parlait de l'herbier de Posidonie qui est juste là, qui est en fait le poumon de la Méditerranée. Et à côté, sa cousine, la cimodocée, que personne ne connaît, mais qui est tout aussi importante et tout aussi protégée, mais que personne ne connaît. Pourtant, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on dit que ce sont des espèces à protéger, qu'elles sont importantes, etc. Et on est encore à essayer de convaincre, et ce n'est pas simple, je vous le dis, et des fois, c'est sans fin. Et puis, un parc naturel marin, ce n'est pas que la protection des milieux et des espèces, mais c'est aussi le patrimoine culturel. Et donc là, vous pouvez voir, bien sûr, tous les trésors archéologiques qu'il peut y avoir dans notre parc. Et là, par exemple, la semaine prochaine, on a une mission avec le DRASM, donc la Direction pour l'archéologie sous-marine, qui vient dans nos eaux pour découvrir, pour étudier 2 nouvelles épaves, donc une très ancienne avec des centaines d'amphores encore, et puis une plus récente avec des canons, etc. Et en fait, on a eu l'idée de mixer donc l'étude du matériel antique et l'étude des espèces et des biocénoses qui les entourent. Et donc on va faire cette mission en commun. Mais un parc naturel marin, c'est aussi des hommes avec diversité d'usages sur l'eau, sous l'eau, qu'il faut connaître et qu'il faut recenser. Et toutes ces activités, bien sûr, engendrent des impacts plus ou moins importants. Et c'est bien pour ça qu'un parc marin,
qui est une aire marine protégée, hein, met en place des actions de gestion très variées sur le territoire. Alors, aujourd'hui, on a pris quelques exemples pour vous illustrer un petit peu la transition avant-après, et c'est pas fini, pour vous faire comprendre le rôle d'une aire marine protégée et de son territoire. Alors, tout d'abord, des activités que vous connaissez bien, la pêche professionnelle et la pêche de loisirs. Donc, avant le parc marin, donc des activités économiques pour la pêche professionnelle qui est historique, qui est sociale, qui est culturelle, mais qui est aussi artisanale. Quelques pêcheurs qui pratiquent dans le parc, 25 à 30 pêcheurs, et puis des tout petits navires. Et puis aussi une polyactivité dans la pêche. En tant que pêche artisanale, c'est normal. Et la pêche de loisirs, qui est une activité qui est aussi ancestrale, mais qui augmente d'année en année, avec des engins de pêche différents et surtout des techniques très, très à la pointe et que nous ne connaissons pas. Donc vraiment, peu d'éléments de connaissance sur cette activité. Donc qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Bien sûr, travailler avec les pêcheurs professionnels. On a fait des tas d'études avec eux, etc. Et surtout, on a essayé aussi de mettre en place avec eux des techniques innovantes. J'espère que le professeur Boeuf n'est plus là, parce qu'effectivement, c'est le progrès, mais dans ce cas-là, la méthode innovante est très simple. C'est en fait pour limiter les captures accidentelles d'oiseaux marins, les appâts, en particulier donc, le palangre qui plonge dans la mer pour aller au fond et penser pouvoir attraper des poissons assez gros. Et bien, en fait, l'appât, il est à l'intérieur d'un calmar en plastique. Et donc, du coup, l'oiseau ne peut pas attraper l'appât et donc n'est plus capturé. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on essaye de mettre en place avec eux, qui sont assez simples, et on espère que l'impact sur les oiseaux sera positif. Et puis pour la pêche de loisirs, on a commencé à travailler en disant, voilà, est-ce que la pêche de loisirs dans ce parc est importante? Quelles sont les pratiques, etc. Donc on a fait énormément de travaux. On a mis en place une commission halieutique. Alors c'est important, ces commissions, ces conseils de gestion, etc., parce que c'est le territoire qui arrive dans un endroit avec d'autres partenaires et qui s'exprime. Et ce n'est pas simple de faire discuter des pêcheurs professionnels avec des pêcheurs de loisirs dans une même salle sur des sujets particuliers. Et on voit qu'au bout de 2 ans, tout ce petit monde se parle et se comprend. Et donc, on a proposé plusieurs choses. Alors, les pêcheurs nous ont demandé, par exemple, de créer des zones de jachère pour l'oursin, parce que les stocks d'oursins étaient en diminution. Donc on a travaillé avec eux, et il y a des zones maintenant qui sont fermées à la pêche à l'oursin pendant 5 ans, par exemple. Et puis du côté de la pêche de loisirs, on est en train d'instituer ce qu'on appelle une déclaration de pêche avec un quota. Donc ça fait vraiment parler les associations, etc. Ils ne sont pas tous contents, mais voilà, ce sont des réglementations qui sont très importantes, des réglementations qui ont été mises en place dans toutes les aires marines protégées de Méditerranée. Un autre sujet, le balbuzard pêcheur. Et là, on travaille avec des associations donc locales qui nous aident à faire ces suivis. Le balbuzard pêcheur, qui est un oiseau donc marin, qui se reproduit sur notre territoire et qui a été très impacté par les nuisances, les bateaux, les promeneurs, etc. Donc du coup, on a mis en place avec le territoire, c'est toujours le conseil de gestion qui réfléchit et qui accepte ces propositions, hein. Donc on leur a proposé des sites protégés après leur avoir expliqué où nichaient les balbuzards pêcheurs, hein. Vous voyez, ils construisent des nids quand même incroyables. Ils se reproduisent une fois par an et la reproduction, c'est un ou 2 oiseaux par an. Donc, c'est très, très peu. Donc, on a, encore une fois, proposé des réglementations pour protéger donc ces oiseaux. Alors, une autre problématique, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est les banquettes de Posidonie. Alors, les banquettes de Posidonie, ce sont les feuilles de Posidonie mortes qui arrivent sur les plages. Et la plupart du temps, ces feuilles ne plaisent pas du tout aux touristes parce qu'ils arrivent sur une plage où il n'y a plus de sable et où il n'y a que des feuilles.
soi-disant qui sentent pas très bon, qui sont pas aussi accueillantes que le sable, etc. Mais pourtant, ces feuilles ont un rôle primordial. Elles protègent les plages de l'érosion, et c'est pas peu dire avec le climat qui change et la montée des eaux. Elles rentrent même dans la formation de la plage. Donc le souci, c'est que quand on doit discuter avec les maires qui ont des restaurants à proximité ou des plaisanciers ou des touristes qui veulent aller sur les plages, il faut trouver des solutions. Et donc ce que l'on fait depuis 3 ans, c'est qu'on se met d'accord avec les maires qui gèrent ces plages, et on leur permet de déplacer, mais dans le système plage, les Posidonies pour qu'ils aient le moyen d'accueillir les touristes. Vous voyez, donc les transitions avant-après une aire marine protégée, c'est important parce qu'avant l'aire marine protégée, c'était le tracteur qui arrivait sur la plage, qui prenait les feuilles et qui les amenait hors du système plage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sable qui est fixé aux feuilles s'en allait aussi, et donc favorisait donc l'érosion. Alors un autre sujet toujours lié à la Posidonie, à la protection de cette plante marine qui est le poumon de la Méditerranée. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années qu'on dit qu'il faut la protéger, et surtout que les gros bateaux ne puissent plus ancrer dans ces espaces. Et quand on discutait à l'époque avec les préfets maritimes qui se sont remplacés les uns les autres, ils nous disaient oui, on peut créer une loi qui empêche l'ancrage, mais on ne peut pas créer de loi qui empêche l'ancrage dans la Posidonie. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les Posidonies sont au fond de l'eau et que les plaisanciers qui sont en surface ne voient pas ce qui se passe en dessous la plupart du temps, à part quand on est dans des eaux très transparentes comme c'est souvent le cas en Corse. Et donc, à partir d'il y a donc 2 ans, on a tous travaillé ensemble et on a trouvé le moyen, avec le préfet maritime, de créer des zones, vous voyez en rouge, des zones d'interdiction d'ancrage aux bateaux de plus de 24 mètres. Et ça, ce sont des zones qui ont été créées tout au long, sur tout le pourtour de la Corse à partir de cette année, et sur le continent aussi. Je pense que c'est bientôt fini. Mais on ne travaille pas que sur des zones réglementaires, on travaille aussi sur les moyens d'accueillir donc les bateaux, parce que les plaisanciers nous disent oui, mais vous nous interdisez d'ancrer, mais on va s'accrocher où? Et donc on a imaginé ce qu'on appelle un mouillage innovant que vous voyez à droite. En fait, le béton qui sert de bloc pour maintenir le mouillage qui était en béton est remplacé par la fonte. Pourquoi? Parce que la fonte plus dense et moins volumineuse, occupe moins de surface, avec une poulie qui fait que la chaîne ne rague pas autour et donc n'arrache pas les biocénoses marines et bien sûr la bouée à la surface. Donc tout ça pour vous dire que la science, dans nos gestions d'aires marines protégées, elle est présente tout le temps, de l'innovation à l'utilisation quotidienne. Et puis, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on souhaite être vraiment des laboratoires de la connaissance et surtout des laboratoires du changement climatique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour suivre le changement climatique? Donc, dans toutes les aires marines protégées de Méditerranée, il y a des sondes qui sont mises en œuvre tous les 5 mètres en profondeur pour suivre la température. Donc on l'a fait en Corse aussi, dans toutes les aires marines protégées qui sont notre parc, les Bouches de Bonifacio, Scandola. Et donc on a comme ça un suivi des eaux du parc. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que ces sondes pouvaient donner des informations très importantes. Vous voyez le diagramme en haut. À un moment donné, en août, il y a eu une cassure avec une interruption de la température. Et bien, le jour d'après, il y a eu une tempête qui a, comme vous le savez, fait des dégâts très, très, très importants sur tous les navires en Corse, avec des navires échoués un peu de partout, etc. Donc la science peut prévoir aussi ce genre de phénomène, et il faut qu'on travaille pour que ces sondes ne soient plus fixes sans envoyer les données en direct, mais peut-être évoluer pour avoir de la donnée en direct et prévoir ce genre de choses. Et puis on a aussi travaillé sur une analyse des températures
des eaux de surface du parc depuis 1982. Vous voyez à la télé, souvent sur France 2, je pense à la météo, ils vous montrent des warming stripes pour vous montrer l'évolution du climat. Et bien, vous voyez que les eaux du parc, depuis à peu près une dizaine d'années, eh bien, c'est toujours positif en fait. La température ne fait qu'augmenter. Donc là, on a la preuve que les eaux se réchauffent, etc. Donc c'est plus 2,4 degrés pour la température de surface du parc depuis 1982. C'est énorme. Donc ça induit énormément de problématiques de changement et de transition au niveau des écosystèmes et nous essayons de suivre certains de ces aspects. Et puis pour revenir à ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est comment est-ce qu'on essaye de faire passer des messages de connaissances, de compréhension pour la préservation de ces espèces et des biocénoses. Et donc, on travaille bien sûr avec l'éducation nationale et avec toutes les associations qui œuvrent en Corse pour l'éducation à l'environnement. Donc, dans un premier temps, nous avions un éducateur au parc qui allait dans toutes les écoles et qui expliquait voilà, ce qu'était une espèce protégée, réglementée, ce qu'était un parc, pourquoi il fallait préserver, etc. Et ils essayaient de comprendre comment fonctionnait donc la mer dans son ensemble. Et puis, depuis 2021, on a décidé de lancer des appels à projets. Alors, je vous entendais tout à l'heure parler d'appels à projets donc, nationaux, mais il y a aussi des appels à projets très diversifiés, très nombreux, à partir de parcs naturels marins, qui vont vers toutes les associations du territoire, et c'est notre cas. Donc ces associations vont dans presque toutes les écoles du territoire du parc, en temps scolaire et en temps extrascolaire, pour expliquer les thématiques qui nous semblent les plus importantes. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on s'est aperçu que quand on a un groupe d'enfants, je dirais jusqu'à 13-14 ans, c'est pas très compliqué de les faire participer, ils sont toujours émerveillés, etc. Et puis quand ils ont 15 ans, on les perd. On les perd complètement. Ils sont attirés par le béton, New York, machin bidule, mais pas du tout par les petits poissons. Et donc on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose, parce que c'est important quand même que les jeunes Corses connaissent pour s'orienter vers des métiers sur la mer pour préserver leur environnement. Et on a eu l'idée de mêler la science au sport. C'est-à-dire qu'on les a amenés, alors on a amené une classe bilingue corse et italien sur la plage du Laude, qui est une très belle plage des Agriates. Et on a combiné des épreuves sportives et des questions sur la science. Et bien, je peux vous dire que ça marche très bien. On les a captivés pendant toute une matinée et à la fin des épreuves, ils se rappelaient énormément de choses. Donc voilà, je voulais vous faire passer ce message parce que le sport et la science, pour des enfants, je pense que c'est important, c'est un bon véhicule. Je ne voulais pas vous quitter sans vous parler de notre autre thématique qui est la police, parce que les agents du parc sont assermentés et ils ont le pouvoir de dresser des procès-verbaux. Et je voulais vous montrer deux opérations que l'on a menées importantes qui s'adressent à la population. C'est-à-dire que nous avons eu, il y a 2 ans, énormément de biomédias. Vous voyez, ce sont des petits filtres en plastique qui sont arrivés sur les plages. On savait pas, enfin, nous on savait ce que c'était, mais les gens ne savaient pas ce que c'était. Et en fait, ce sont des filtres qui proviennent de stations d'épuration, qui, à l'origine, ont une utilisation très, très importante parce qu'elles fixent les bactéries. Sauf que quand la station a un souci, paf, les filtres vont en mer. Et donc, se retrouvent sur les plages, sont mangés par les tortues. Les tortues, vous savez, quand elles avalent du plastique, elles sont, la plupart du temps, elles peuvent mourir. Donc, on a... l'Office de l'environnement s'est porté partie civile, donc il y a une procédure en cours sur la station d'épuration qui a déversé ces biomédias. Mais au-delà de cette station d'épuration, ce qui est important de faire comprendre à la société, c'est que peut-être ce modèle de station d'épuration qui existe avec ces biomédias doit être corrigé. Donc vous voyez qu'une aire marine protégée peut être aussi à l'origine de transformations industrielles après des épisodes pas très réjouissants. Je voulais aussi vous montrer une opération que l'on mène depuis maintenant 3 ans
sur la dépollution en mer. Donc il y a encore énormément de corps morts illicites. Donc ce sont des gens qui balancent en mer tout ce que vous pouvez imaginer en termes de machines à laver, pneus, etc. pour avoir un petit mouillage un petit mouillage pour le bateau. Puis après ils s'en vont et l'année d'après ils ne le retrouvent plus et puis ils mettent autre chose, etc. Donc dans le parc on a décidé d'enlever pratiquement tous ces corps morts sans autorisation. Et d'abord on les repère, on les enlève et ça permet de réaliser une restauration passive de l'herbier parce que ces corps morts, ces déchets imposants, hein, vous voyez, ils peuvent être très très importants, prennent une place quand même non négligeable et donc ça permet à l'herbier de recoloniser ces espaces, donc c'est pas négligeable. Et puis une autre opération importante. Comme je vous le disais, il y a un arrêté maintenant qui empêche les bateaux de plus de 24 mètres d'ancrer dans certaines zones. Donc il faut qu'ils aillent au large pour ancrer. Donc il y en a certains, par exemple, qui ne suivent pas cette règle. Et je voulais vous montrer donc l'impact de cette ancre lorsqu'elle remonte. Là, c'est un plaisancier qui avait un bateau de 24 mètres dans la zone qui était justement interdite. Et qui nous a dit non, mais moi je ne fais aucun dégât. Donc on a dit on va descendre pour filmer. Donc on a descendu, donc on lui a mis une procédure et donc il a perdu son emploi en tant que capitaine parce que le propriétaire du bateau était très en colère et surtout il a eu 5 000 € d'amende. Donc voilà, toutes ces... on peut aussi dresser des procès-verbaux. Alors c'est le côté un peu... je dirais, police de notre métier, mais il existe et malheureusement, il est encore important pour faire passer des messages à ceux qui n'ont pas encore compris que l'herbier de Posidonie était l'écosystème clé de la Méditerranée. Voilà, je vous remercie. Je ne voulais pas être très longue, mais si vous avez des questions, laissez bien venir. Je ne sais pas si c'était prévu, les questions, mais... Pas de questions. Oui. Où es-tu? Oui. Je te vois. Oui, alors moi je fais la différence entre les activités que les associations mènent sur le territoire pour nous en sensibilisant les écoliers, mais aussi par exemple en sensibilisant les touristes qui sont sur les plages pour leur expliquer ce qu'est une banquette de Posidonie, ce qu'est l'herbier, ce que sont les espèces protégées. Donc ça, on a des associations qui le font. La séance participative, pour moi, c'est autre chose. C'est lorsqu'il y a effectivement des clubs de plongée et tous citoyens qui nous aident à faire des protocoles scientifiques. Juste aujourd'hui, vous voyez, on a proposé, après une étude avec la Star Réseau, qui est une station de recherche en Corse, qui travaille sur la langouste rouge, et qui est une espèce importante, surtout au niveau économique, pour la pêche professionnelle. Donc en fait, on a vu que si on pouvait évaluer le nombre de petites langoustes sur notre territoire, on pouvait aussi avoir une idée du rythme des cycles, parce que en fait, la production de langoustes suit des rythmes naturels. Et donc, quand on sait qu'il y a X petites langoustes par mètre carré sur un territoire, on peut prédire que dans les 5 ans qui arrivent, il y aura une production de langoustes rouges importante. Et si on n'en voit pas, ça veut dire que la production va être très très faible, et donc il faudrait mettre en place des mesures de gestion avec les pêcheurs professionnels. Donc aujourd'hui, nous avons envoyé un message à tous les clubs de plongée pour qu'ils nous aident sur le terrain, donc à bien étudier, à nous aider à rechercher des petites langoustes, mais qui sont
de 1 cm, hein, donc il faut vraiment avoir l'œil pour le faire. Donc voilà, on fait ce genre de choses, oui. Et j'ai oublié de vous dire une chose importante, parce que ça peut être intéressant pour vous si vous travaillez sur le littoral et en mer, c'est qu'on a aussi monté des projets pour amener les enfants sous l'eau, parce que c'est bien de leur montrer des images ou des choses sur la plage ou dans les flaques, mais moi ce qui m'intéressait, c'est qu'ils mettent la tête sous l'eau pour les émerveiller encore plus, ou pour qu'ils voient des sujets qui auraient pu les intéresser. Et je me suis confrontée à un problème important, éducation nationale, qui me disent « Ah mais les enfants doivent avoir le certificat savoir nager ». Je dis « Il n'y a pas de souci, pourquoi vous ne le mettez pas en place ?»« Ah ben non, on ne le met pas en place. » Donc c'est un problème, parce que s'ils n'ont pas le certificat savoir nager, on ne peut pas les amener en plongée. Et s'ils ne vont pas en plongée, ben, ils ne peuvent pas voir ce qu'est le milieu marin. Donc je sais que la Fédération de sport sous-marin est en train de discuter avec l'éducation en Corse pour voir si on ne peut pas trouver un moyen pour que la plupart des enfants corses aient ce certificat savoir nager très vite. Et donc voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous, parce que si vous pouviez nous aider à faire passer ces messages au plus haut niveau, je vois qu'ils ne sont plus là, mais voilà, vous pourriez leur dire que c'est important de pouvoir avoir ce savoir nager quand ce sont des enfants qui sont sur le littoral. Merci.